Moi, je vais vous parler de la politique de création contemporaine de la cité, de l'évolution qu'elle a connue et de la dimension d'innovation qu'on a cherché, je dirais, en tâtonnant à lui donner et qui a donné, je pense, un certain nombre de programmes qui sont intéressants et de liens au patrimoine culturel immatériel qui sont là aussi qui relèvent de l'innovation. Alors on a en 2010, quand on met en place le syndicat mixte de la cité, on a une volonté très forte des élus de faire en sorte que la cité soit un outil de création contemporaine. Et c'est tellement fort qu'on a un fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines qui est inscrit dans les statuts et même sa dotation est inscrite dans les statuts du syndicat mixte. Et on a une somme importante puisque cette somme, qui va sans doute être révisée un petit peu à la baisse parce qu'on a maintenant pas mal de mécénat dans ce domaine, est une somme de 375 000 € par an. Et donc vous voyez que ça permet quand même de faire des choses intéressantes, même si la tapisserie est par définition un art qui coûte un peu d'argent, puisqu'on est très vite à plus de 5 000 € du mètre carré quand on fait des tissages en tapisserie d'Aubusson. Alors la démarche qu'on a entreprise, elle a connu, je dirais, quatre étapes. Et quand je dis les étapes, ça ne veut pas dire que les étapes précédentes à chaque fois sont annulées, mais elles sont reprises, elles évoluent au fur et à mesure de la réflexion qu'on a eue, principalement Bruno Itier, le conservateur, Dominique Salanon, qui s'occupe des expositions, et moi. Et donc on a commencé par une démarche classique qui était des appels à projets. On a fait des appels à projets, avec thème, sans thème. On a essayé d'alterner pour qu'on puisse permettre à une population d'artistes importante de s'intéresser à ce qu'on faisait. Et ça a d'ailleurs été la première surprise, et ça a été, moi je le dis toujours, dans cette histoire de mise en place de la Cité de la Tapisserie, un moment important parce que la population s'est rendue compte au premier appel à projet, quand on a eu près de 350 réponses, dont 20% de pays étrangers, que la tapisserie d'Aubusson, elle avait toujours une vie, une présence. Et je vous assure que pour un projet vis-à-vis duquel on est en France, bien sûr, tout changement pose problème par nature, on a eu un vrai basculement à ce moment-là d'élus, de la population qui se sont dit mais notre patrimoine il intéresse toujours, et les images de la Poste totalement submergée ici étaient même reprises par France 3. Enfin, ça a été un élément important. Donc dans les thématiques, on a eu différentes thématiques. Je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre, mais il y a eu mobilier design en Aubusson, la mode en Aubusson, les nouvelles verdures. On a eu toute une série de sujets. Là, c'est mobilier design, c'est le Grand Prix Bina Beitel. Le premier Grand Prix, ça avait été Nicolas Buff, La peau de licorne, qui est au musée de Cluny, en face de la Dame à la licorne, et qui a été une œuvre tout à fait emblématique, parce que la licorne est bien sûr un lien avec la tapisserie extrêmement fort, et que c'était une œuvre à la fois saugrenue et en même temps extrêmement à la fois contemporaine, saugrenue, et surtout qu'elle a été à la portée de tout le monde et qu'elle a été complètement réappropriée ici par la population, parce que c'est important de savoir que quand vous faites de la création ici, quand vous avez une tombée de métier, au moment notamment où on fait un concours annuel, il y a un monde fou qui arrive. Le jour de Nicolas Buff, donc le Grand Prix, première tombée de métier,
du fonds contemporain qu'on a mis en place, on a fait cette tombée de métier dans l'ancien musée, on a eu un jeudi à 15h30, 350 personnes qui ont débarqué. Parce que le patrimoine ici est tellement porté, tellement identifié sur ce territoire que les habitants ont envie de savoir ce qui se passe, quoi, quelles ont été les créations, est-ce qu'ils les aiment, est-ce qu'ils ne les aiment pas, qu'est-ce que ça change, etc. Et donc on a fait un certain nombre de pièces de musée. Vous avez dans l'entrée celle de Cécile Le Tallec, Nicolas Buc, j'en parlais avec la peau de licorne. Vous avez la corde de Mathieu Mercier, qui est aussi une pièce tout à fait exceptionnelle. Et Bina Baitel, Marc Boer, Olivier Notelet, qui est dans la salle où on déjeune à midi. Chiacho et Gianon, donc deux Argentins qui ont fait une pièce tout à fait intéressante au moment des nouvelles verdures d'Aubusson. Et donc, quand on lance ces projets, on les lance, au fond, on donne des conseils, on fait en sorte que les créateurs, les candidats, et notamment après la première sélection, on organise ça en 2 temps, on a une note d'intention, on sélectionne entre 10 et 15 œuvres, ça dépend des années, enfin 15 intentions, et après, on demande la réalisation d'une maquette. Quand on demande cette réalisation de maquette, et même au préalable, on a à l'époque un dispositif qui nous paraît aujourd'hui assez court, qui est un dispositif de ce que j'appelle de passage au confessionnal avec des cartonniers qui vont donner des conseils aux artistes. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, cette dimension va complètement évoluer pour devenir une sorte même pas une sorte, une résidence. Deuxième élément dans la démarche, la commande mécénée. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné, alors en fait ça part d'un projet qui est le projet que vous avez vu dans le hall d'entrée de la cité, qui est la tapisserie donc, du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et en fait, on est dans un trip avec la mission nationale qui nous dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et puis, un petit projet, ça devient un grand projet d'une tapisserie franco-allemande. On prend un artiste allemand, la maquette est payée par une entreprise allemande. Et donc là, on est en commande mécénée parce que comme nous, on est établissement public, quand on fait de la création contemporaine, on se doit de mettre en concurrence des créateurs. Et on a une parade qui est de dire, si on trouve un mécène qui nous dit « je vous donne telle somme à condition que ce soit pour acquérir la maquette de monsieur machin », et bien à ce moment-là, on a à dire oui ou non en conseil d'administration, mais quand on a dit oui, on acquiert cette maquette qui n'est financée qu'avec de l'argent privé, elle intègre le patrimoine de l'établissement public, et ayant intégré le patrimoine de l'établissement public, eh bien, nous sommes tout à fait libres de décider de son tissage, parce que c'est une œuvre qui nous appartient. Et donc on commence avec cette œuvre de Thomas Bayerlé qui mesure presque 21 mètres carrés et qui en est propriétaire, mais je dirais son usage est partagé avec l'historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf dans le sud de l'Alsace, qui est un des grands sites nationaux de la mémoire de la guerre de 14-18. Et on a fait cette expérience qui a été passionnante, à laquelle on a associé beaucoup de réseaux liés à la guerre de 14-18, mais qui a été longue et complexe à mettre en place. Deuxième projet de cette commande mécénée, c'est Clément Cogitor, donc on avait connu directement et on voulait le faire intervenir de façon directe. Et donc on a la Fondation AG2R, la mondiale, la Fondation pour la vitalité artistique, qui a financé sa maquette. Et cette tapisserie, peut-être que certains d'entre vous ont vu le carton qui est en cours de bouclage dans la salle de réunion du deuxième étage, et dont l'atelier A2, on ira cet après-midi pour la tombée de métier de l'œuvre de Marie Sirgue, va commencer le tissage dans les jours qui viennent. Et puis ensuite,
on se dit, bon, c'est bien, mais il faudrait quand même qu'on aille plus loin dans la proximité avec les acteurs du marché de l'art. C'est-à-dire que les appels à projets ont fourni des pièces spectaculaires de musées, mais des pièces dont on dit souvent avec Bruno, elles sont quand même un peu invendables. On a la possibilité de les faire retisser, mais elles sont quand même un peu invendables parce que on a par exemple la porte de Béchot et Bourgeois qui doit avoir, tu me corriges Bruno, mais je crois que c'est 160 couleurs. Et c'est une œuvre magnifique qu'on a présentée à l'inauguration de la Cité de la Tapisserie à François Hollande à l'époque. Mais c'est une œuvre pour avoir quelqu'un qui aille la commander, la faire retisser. Je crois qu'il faudra chercher longtemps ou tomber sur un très très grand passionné. Et donc on passe à cette idée d'édition déléguée, et cette édition déléguée, elle se fait à partir d'une rencontre avec le studio Imer et Malta et Valérie Malta-Verne, qui s'intéresse à différents savoir-faire, qui sort d'un travail qu'elle a fait avec son équipe de designers sur la marqueterie, et elle a notamment mis en place, enfin elle a notamment réalisé une commode en marqueterie qui a été achetée par le musée des arts décoratifs à Paris, pour vous montrer que c'est quand même des productions de grande qualité. Et c'est assez étonnant parce qu'elle manage une équipe dans laquelle elle a des designers, mais elle n'hésite pas à leur déchirer leur copie un certain nombre de fois avant qu'on parvienne à quelque chose qui lui plaît. Non seulement elle fait ça, mais elle s'occupe aussi des contacts avec tous les savoir-faire de mise en œuvre, et elle s'occupe de la promotion et de la commercialisation. Et en fait, on a lancé bien sûr une mise en concurrence. Elle avait tellement travaillé sur ces sujets-là que je crois qu'on peut dire qu'elle l'a remporté assez haut la main. On a donné une somme, et au fond, elle a une mini-collection à nous faire. Donc on a demandé dans notre cahier des charges une mini-collection dans le domaine de la décoration et du mobilier. Et donc cette mini-collection, elle a des allers-retours à faire avec nous. On a évidemment un certain nombre de validations, mais on lui donne une somme fixe, et cette somme fixe fait que nous récupérons à la fin de son travail les prototypes qui intègrent la collection de la Cité. Et son intérêt, parce que sinon ça n'a aucun caractère de rentabilité, voire même de légère perte, c'est de revendre, de refaire des retissages et des remises en fabrication, parce qu'il n'y a pas que des éléments tissés, de ces différentes pièces. Et là, on a 7 pièces, on en a déjà vu 3, on a bientôt une 4e. Et donc pour l'été, ça devrait être terminé, en tout cas pour la fin de l'année 2019. Et on aura cette mini-collection qui va être d'éléments mobiliers utilisant largement la tapisserie d'Aubusson, qui va être de très bon niveau. Alors on n'a pas vraiment de photos à vous montrer parce que, bon, ça c'est, vous la connaissez. Voilà, s'il y a cette pièce-là qu'on peut peut-être vous montrer, qui est quelque chose qui a été fait avec la designeuse Kenza Drancourt, qui est un des éléments, mais bien sûr c'est pas le meuble, l'élément mobilier en soi, parce qu'elle ne souhaite pas qu'on les dévoile de manière publique pour le moment. Quatrième et dernier élément de cette politique de création contemporaine, c'est le carré d'Aubusson. Et le carré d'Aubusson, on se dit, alors c'est un peu une suite d'intuition et puis d'échanges à l'intérieur de l'équipe, on se dit il faut qu'on imagine, et puis aussi un peu de réaction par rapport aux pièces de musée qu'on a eues à travers les appels à projets, de se dire comment on pourrait avoir une pièce qui a un format fixe, et ce format on le fixe à 1,84 m de côté. Alors pourquoi? C'est à hauteur d'homme, c'est l'idée on n'est pas obligé d'avoir un château pour avoir ce carré qu'on définit un peu comme une fenêtre picturale. Et puis c'est aussi parce qu'on est superstitieux dans ce département dont le numéro est le 23,
et qu'on prend toujours un multiple de 23 parce que voilà, ça peut peut-être porter bonheur. Et alors, on sort ce carré et on se dit, on va le faire dans le cadre de choix d'artistes avec un partenariat avec une galerie. C'est-à-dire qu'on choisit un artiste et on a une direction artistique. On a Mathieu Buard, qui est un jeune prof et commissaire d'expo, prof au lycée du Perret à Paris, qui vient souvent ici parce que c'est lui qui fait, pour notre formation, des conférences d'actualité de la création contemporaine. Et donc, on choisit un artiste, et cet artiste, on rencontre sa galerie en lui proposant le deal suivant. C'est vous qui vous occupez du financement de la maquette, et donc nous, on s'occupe de l'accompagnement du créateur, et j'y reviendrai, pour bien le préparer à l'écriture tissée de son œuvre, et vous nous donnez les droits de tissage du premier exemplaire. Et le premier exemplaire, nous le tissons nous payons le tissage. Et en contrepartie, ce qu'on propose, c'est que quand ce tissage est réalisé, on vous met autant que faire se peut la tapisserie à disposition. Ça ne veut pas dire de façon permanente, mais ça veut dire qu'une galerie qui a par exemple 3 lieux, eh ben, elle pourra faire 3 événements dans chacun de ces lieux. Et donc on l'aidera sur ce point. Et ce qui nous a surpris, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans avant, on nous aurait dit, écoutez, vous êtes gentils, mais retournez à Aubusson. On a eu vraiment, avec toute la vague qu'il y a autour du renouveau de l'art textile, un intérêt des galeries. Et donc on a déjà signé 2 conventions pour 2 artistes avec la galerie Carsten Greve, la galerie Alminreich, qui sont des galeries internationales qui ont pignon sur rue et à Paris et ailleurs. Et on a 2 autres projets qui sont extrêmement avancés, où il reste pratiquement plus qu'à signer la convention. Et on a vraiment, autour de ce projet, on l'avait commencé avec le projet de Clément Cogitor, et ça rejoint ce que Bruno vous disait hier sur le rôle de l'établissement public dans la création. On a vraiment mis en place une logistique qui est, sous la direction de Bruno, Itier le conservateur, Delphine Mangeret, donc la cartonnière, et puis souvent 1 ou 2 lissiers en retraite qui peuvent produire des échantillons, mais qui ne sont pas concernés par les marchés publics de tissage qui vont arriver après. Et on a vraiment des logiques de mini-résidence où les artistes viennent, on leur explique, Bruno leur montre des œuvres qui ont des rapports avec ce qu'ils imaginent. On fait faire des échantillons, il y a un travail avec la cartonnière. Souvent, les artistes arrivent en disant en fait, à la fin de la visite, ils se rendent compte qu'ils sont à côté des clous. Ils disent non, il faut que je retravaille mon projet. Et donc, on a mis en place là quelque chose de fort. Et ce qui est assez drôle, et on en parle souvent avec Bruno, c'est que il y a toute la question aussi du rapport à l'histoire. Vous voyez que le savoir-faire et le PCI, là, il se marine à l'histoire, et avec cette dimension très importante de l'expérience du renouveau de la tapisserie qui a été utilisée très largement par Jean Lurçat, mais qui a été préparée dans les années 30 par l'École nationale d'art décoratif, et avec toujours ce souci de revenir à des identités textiles fortes, de ne pas faire des tissages surfins quand ça n'a pas de sens, et d'avoir une logique d'utilisation des couleurs qui ne soit pas forcément pléthorique. Oui. Et donc on a toujours cet exemple de l'histoire qui est un peu une épée de Damoclès sur notre tête, qui a quand même donné des résultats, parce que c'est parce qu'il y avait cette politique de l'École nationale d'art décoratif et tout le travail de recherche qu'elle avait fait, que l'URSA est venue s'y installer, à développer, comme on le sait, la tapisserie de façon très spectaculaire ici, parce qu'il a vu que le mode de production tenait la route
contrairement peut-être à certaines, notamment vous verrez une œuvre du 19e ce soir en visitant, et en regardant les collections et la nef des tentures, et vous apercevrez que on était là dans une logique d'imitation telle de la peinture que c'était totalement aberrant sur le plan économique. Et voilà. Et donc on a aussi complété ça par des analyses du marché, c'est-à-dire qu'on voit bien que une œuvre à 50 000 €, il y a des seuils psychologiques. Vous voyez, on a fait, un peu comme M. Jourdain, on a fait du marketing sans le savoir, mais on a fait un marketing qui fonctionne à la fois autour du patrimoine culturel immatériel, autour de l'histoire et de l'histoire économique de la tapisserie. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. Et je crois qu'on a... Alors, on va commencer à tisser ces premiers carrés. On verra aussi les résultats de revente et de retissage des galeries. Mais la démarche a été acceptée. Et on a même des demandes par rapport à ça aujourd'hui, ce qui était impensable il y a quelques années. Et je crois que ça ancré de façon définitive, et vous l'avez vu hier dans la conception de la tenture Tolkien, ça ancré de façon définitive un travail préparatoire qu'on fait aujourd'hui et qui est intéressant, et on est même allé plus loin aujourd'hui pour se dire comment on peut communiquer, peut-être on est sur un projet d'ouvrage, sur toutes ces questions d'écriture technique, d'écriture tissée, pour que les artistes très en amont saisissent ce qui fait la spécificité d'un tissage en tapisserie d'Aubusson, pour que leurs œuvres soient pensées très en amont. Donc on a un gros travail de sensibilisation à faire là-dessus.